Je remercie tout d'abord Philippe pour son apport, parce que je pense qu'il a amené vraiment tous les éléments qu'il nous faut pour rencontrer ce que je vais essayer d'aborder maintenant, sans en faire une rencontre qui soit trop désagréable. Parce que c'est quand même un élément qui peut nous tirer un petit peu dans cauchemardesque. Et ce serait, disons, faux de voir les choses que de ce côté-là. Simplement, maintenant, je n'ai pas le temps d'aborder tous les aspects de ce sujet. Donc, la question du transhumanisme, au fond, c'est quelque chose que j'ai rencontré il y a 10-12 ans. Et tout de suite, ça m'a interpellé. Comme l'a dit Marc Brosius, au niveau de ma sensibilité humaine. En médecine, il y a un nouveau concept qui est apparu depuis une dizaine d'années, c'est le concept de patient compétent. Vous connaissez tout cela, ça veut dire qu'on considère que finalement, le patient a quand même quelque chose à dire par rapport à la façon dont on peut comprendre la maladie, dont on peut le soigner. Ce n'est pas simplement un cas, un sujet comme ça d'étude, mais il est lui-même acteur de la maladie et il peut lui-même donner des éléments qui vont, à partir de son sentiment, de sa sensibilité par rapport à son état. Alors c'est ça qui m'a un peu guidé au niveau de ce sentiment, comment devenir un humain compétent. Et c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une affaire anodine de s'immerger dans ces aspects-là qui peuvent paraître de prime abord plus de nature pour les spécialistes. Moi, je ne suis pas physicien, je ne suis pas informaticien. Je n'ai pas a priori une grande affinité pour les nouvelles technologies. Je lutte avec ça. Je fais toujours de la résistance, disons, intérieurement. Mais en même temps, je m'y intéresse beaucoup dans la pratique et puis aussi généralement pour comprendre qu'est-ce qui se passe là comme phénomène. Donc, quand j'ai vu émerger cette question du transhumanisme, au début, ça paraissait un petit peu le délire, quelque chose qui, bon, ouais, c'est des pensées de dingue, ça mène nulle part, ça ne va pas pouvoir se réaliser. C'est un peu ce que j'entendais partout autour de moi, mais justement, avec l'approche de l'anthroposophie, tout de suite, je me suis dit non, ça, c'est vraiment à prendre absolument au sérieux ce qu'il y a derrière. Parce que nous avons tous les éléments conceptuels pour comprendre ce qui se passe là. Donc, regardons ça d'un peu plus près. Et c'était assez difficile d'avoir de la documentation. Il y a peu de choses vraiment écrites là-dessus. Mais maintenant, depuis quelques années, disons depuis 4-5 ans, on est dans un phénomène inverse. C'est-à-dire il y a énormément de choses qui sortent. De manière écrite, ce sont plutôt des articles de presse ou de revues. Il n'y a pas vraiment de littérature très poussée, en tout cas en langue française, sur le sujet. Et par contre, si vous voulez bien vous informer sur la question, voir qu'est-ce qui se passe, comment la chose évolue, alors là, si vous utilisez les nouveaux moyens, justement, les moyens que propose l'informatique, là, vous pouvez très facilement, très vite, arriver à avoir des informations. Actuellement, il y a une dizaine d'années, ce n'est pas encore le cas. Et je veux dire en langue française, parce que l'essentiel était, il y a encore 5-6 ans, en anglais, avec beaucoup de documents qui étaient difficiles d'accès, que l'on trouve très facilement maintenant. Donc je ne peux que vous encourager, en tant qu'être humain compétent, à vous intéresser à la question. Alors si vous allez sur un site, si vous tapez transhumanisme, vous arrivez en général sur un site où tout de suite, les choses, si on les prend un petit peu de manière, disons, d'observation phénoménologique et quasi méditative, tout de suite on est conduit vers certains aspects essentiels de ce qu'il y a là derrière. Donc sur le site transhumanisme, vous avez donc le transhumanisme qui est là comme un mot, qui est associé avec intelligence artificielle. Et le mouvement actuel transhumaniste a pris pour nom Humanity Plus.
Et il y a un autre concept que vous retrouvez tout de suite, c'est la question de la singularité. Singularité technologique. Singularité, transhumanisme, intelligence artificielle. Déjà avec ça, si vous rentrez dans ces éléments-là, que vous avez tout de suite maintenant sur les portails, et que vous cherchez à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, vous arrivez très vite sur, disons, on peut arriver assez vite à l'essentiel de leur projet, si on peut appeler ça comme ça. On a trois concepts là qui sont apparus dans les années 50. Intelligence artificielle, à partir du moment où on a les ordinateurs qui commencent à fonctionner de manière, disons, dans la phase pré-production industrielle, mais déjà avec une grande compétence, ce concept apparaît. C'est-à-dire que donc, dans les années, je crois que c'était 1956. Transhumanisme, c'est un autre type de concept qui apparaît en 1957. Et la question de la singularité, ce concept de singularité technologique apparaît un peu avant, entre 50 et 55. Donc, l'intelligence artificielle, nous connaissons tous ce terme et nous savons à peu près tous de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'on considère que maintenant, puisque ces ordinateurs, ces machines ont été construites pendant la Deuxième Guerre mondiale et ont permis justement pendant la Deuxième Guerre mondiale les réalisations technologiques absolument, disons, destructrices que l'on connaît comme la bombe d'Hiroshima, ces machines ont acquis un développement tel que les mathématiciens et les informaticiens qui travaillaient avec se sont dit, au fond, nous avons là un objet qui, de leur point de vue, bien sûr, reproduit notre cerveau, notre capacité mentale, et à un moment donné ou à un autre, cet objet va avoir une telle puissance, une telle forme de vie autonome, on pourrait dire, qu'il acquérera un caractère d'intelligence, mais encore artificiel, mais disons du même mode que notre intelligence humaine, de leur point de vue. On a vu avec Philippe de quoi il en retourne par rapport à ce qu'est vraiment l'intelligence. Donc ça, c'est ce concept d'intelligence artificielle qui apparaît là. Le transhumanisme, le concept de transhumanisme apparaît à peu près en même temps, en 1957. Et ce qui est intéressant avec ce concept de transhumanisme, c'est qui est-ce qui formule ce terme. Donc la personne qui formule ce terme, qui crée ce mot, en fait, il s'agit de Julian Huxley, donc le frère de Aldous Huxley. Je pense que beaucoup connaissent Aldous Huxley, l'écrivain. Son frère, Julian Huxley, est aussi très connu. C'était un scientifique qui était donc dans les années 20-30 un des premiers généticiens. Et c'était un eugéniste, quelqu'un qui appartenait donc au mouvement eugéniste. Donc ces personnes qui en fait avaient une certaine idée de l'amélioration de l'humanité à partir de sélection et de modification et d'exclusion de tares, pour dire ça simplement. Dans une vue, avec une visée à long terme, de créer une humanité qui soit toujours plus performante de leur point de vue à eux, c'est-à-dire qu'au fond, ils s'appuient sur une vision matérialiste darwinienne. C'est Julian Huxley, il fait partie de ce qu'on appelle un groupe de généticiens qui ont créé le manifeste des généticiens. Et ce manifeste des généticiens, il se posait déjà la question, dans les années 30, comment améliorer toute l'humanité, parce que c'était un concept, un projet global pour l'humanité. Comment améliorer toute l'humanité à partir de modifications génétiques, de sélection, de recherche des tares, entre guillemets, à partir du génome humain. Donc on voit ce qu'ils ont impulsé là est devenu maintenant absolument pratique
est réalisé. Donc le concept de transhumanisme est très lié à cette vision des choses, à cette vision eugéniste des choses, mais Julian Huxley était quelqu'un aussi qui avait on peut dire, une sensibilité sociale de gauche, on va dire ça comme ça, et qui, voyant comment le terme d'eugénisme et le terme de sélection, d'amélioration d'humanité a évolué, en fait, ne pouvait plus être d'accord avec ce qui s'était produit au XXe siècle sous cette direction de l'eugénisme, et il cherchait à créer donc un autre terme. C'est comme ça qu'est apparu en 1957 le terme d'eugénisme qui pour lui vient prolonger le terme de transhumanisme qui pour lui vient prolonger le terme d'eugénisme. Alors ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que Julian Huxley, c'est lui qui a rédigé la charte de l'UNESCO et qui a été le premier président de l'UNESCO. Et avec le groupe des généticiens, ils avaient une certaine vision de l'évolution de l'eugénisme, dans laquelle ils incluaient en fait la participation volontaire des populations à ce projet de transformation de l'humanité. Et ils voyaient en fait dans l'UNESCO un organisme qui pouvait permettre de préparer l'humanité à accepter les pas dans cette direction de transformation volontaire à partir de modifications génétiques, entre autres. Quand il crée le concept de transhumanisme en 1957, on est déjà, le concept de l'intelligence artificielle est déjà apparu, et bien sûr, il le sait très bien, c'est-à-dire que sa vision de la transcendance de l'être humain est une vision qui inclut absolument déjà toutes les nouvelles technologies naissantes et qui va dans cette perspective-là. Donc, un dépassement de ce qu'est l'homme, soi-disant un accomplissement de ce qu'est l'homme, grâce aux nouvelles technologies. Sa vision de l'être humain, bien sûr, en tant que vision darwinienne, c'est l'homme comme animal supérieur, mais quand même comme animal, avec toutes les problématiques qui sont liées à cela, et sortir de l'animalité grâce à la technologie. Donc ça, c'est un élément qu'il faut bien avoir en conscience. Son idée du transhumanisme, elle va rester un petit peu comme ça en sommeil pendant quelques décennies, et ensuite, dans les années 60-70, elle va être reprise essentiellement par des gens en Californie, des universitaires, et puis ensuite, de manière plus philosophique, en Angleterre, à Oxford, Cambridge, par des penseurs. Et ces gens-là vont créer en 1998, ils vont prolonger le concept de Huxley dans ce contexte de nouvelles technologies et créer en 1998 ce qui est devenu la charte de fondation du mouvement transhumaniste. Donc ce mouvement transhumaniste, à l'époque, ça avait un autre nom, c'était l'Association mondiale pour le transhumanisme. C'est ce qui est devenu maintenant Humanity Plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis dans cette charte en 1998 ? Parce que 1998, c'est quand même une date qui, avec l'anthroposophie, est une certaine référence. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de reprendre quelques points qu'ils ont mis là-dedans, en ayant bien en conscience qu'au fond, certaines idées qui sont émises, si on les entend au niveau de l'idée, c'est une chose. Mais nous devons essayer de les entendre au niveau d'un contexte, exactement comme ce qui a été développé hier soir par Robin Schmidt. Le monde dans lequel on vit est un autre monde que celui d'il y a 100 ans. Et particulièrement celui qui émerge là. Donc, lorsque ces personnes disent, émettent certaines choses, ont certaines idées, ils ont ces idées dans ce monde-là, qui est leur référence, qui n'est pas forcément le même monde dans lequel, personnellement, je vis encore.
Et si je veux comprendre de quoi ils parlent, il faut évidemment que je comprenne leur monde. Alors par exemple, une belle phrase, nous défendons le bien-être de toute créature sensible. Nous défendons le bien-être de toute créature sensible. Là, on est tous d'accord à peu près, je pense. Mais maintenant, émerge le contexte de toute créature sensible, incluant des humains, des animaux non humains. Alors déjà, la formulation des animaux non humains, ça nous fait tout de suite comprendre que l'être humain est animal. Nous défendons le bien-être de toute créature sensible, incluant des humains, des animaux non humains, et toutes les futures intelligences artificielles, les formes de vie modifiées, ou les autres intelligences auxquelles les avances technologiques peuvent donner lieu. Donc, de leur point de vue, une créature sensible est une créature qui réagit à certains modes de fonctionnement sensoriel ou de sensation qui incluent des êtres machines. Vous comprenez? Et ils ont commencé déjà au début des années 2000 à avoir parmi eux des juristes qui se sont posés des questions de créer les conditions juridiques garantissant l'existence juridique de ces créatures. Parce qu'on est dans une question de droit, très vite. Si des créatures comme ça sont créées, qu'est-ce qui se passe si on les détruit? Si moi je ne suis pas d'accord avec et que je les détruis, j'attaque qui? Si c'est une créature qui a un droit. Inversement, si cette créature commet un acte, vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont tout de suite posé la question de la reconnaissance juridique. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect Et vous voyez donc toutes les autres intelligences auxquelles les avancées technologiques peuvent donner lieu. Créatures sensibles de leur point de vue, nous défendons le bien-être de toute créature sensible. Maintenant, je reviens à leur phrase du départ. Ensuite, nous favorisons ce qui permet à des individus un choix personnel large pour réaliser leur vie. Alors de nouveau, on est d'accord. Nous favorisons ce qui permet à des individus un choix personnel large pour réaliser leur vie. De nouveau, la question du contexte. Dans quel contexte une telle phrase se pose? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceci inclut l'utilisation de techniques pour assister la mémoire, la concentration, l'énergie mentale. Vous savez, il y a des machines à méditer, par exemple. Vous vous branchez dessus, elles émettent des ondes d'un certain type qui correspondent aux mêmes ondes que l'on émet lorsque l'on médite. Et donc, ça vous amène à faire en retour des expériences psychiques particulières. Des thérapies de prolongement de la vie, ça, c'est un grand sujet, bien sûr, qui est lié avec leur mouvement. Des technologies pour le choix de la reproduction. On pourrait aussi rajouter tout ce qui a à faire avec les technologies permettant ou améliorant les modifications de changement sexuel, parce que dans le mouvement transhumanisme, il y a également pas mal d'éléments qui peuvent avoir à faire avec la transsexualité. La cryogénisation. Donc la cryogénisation, c'est le fait de congeler des personnes à l'instant même de leur mort, lorsqu'il y a encore un maximum de potentiel de vie, de les congeler très vite à très très basse température, dans l'espoir, et de les garder comme ça pendant un certain temps, dans l'espoir que lorsqu'on pourra les décongeler, enfin,
qu'on pourra les décongeler lorsqu'on aura acquis les moyens techniques de régler leurs problèmes de santé. Et toutes les autres technologies rendant possibles les modifications ou les améliorations humaines. Donc voilà, ça c'est deux éléments qui sont peut-être les plus importants dans cette fameuse déclaration de 1998. Alors ce qui est difficile avec eux, c'est que ça change tout le temps. C'est-à-dire que quand vous cherchez un document, si vous arrivez à quelque chose, imprimez-le tout de suite. Parce que ça fonctionne vraiment comme fonctionne ce monde actuel. Vous cherchez un an plus tard, vous ne le trouvez plus. Ou vous le trouvez, mais il y a une autre forme. Il a été modifié. On a fait des ajouts, on a enlevé des trucs. Donc, c'est toujours intéressant de voir à un moment donné, les choses sont dites comme ça, et puis elles évoluent, elles se transforment. On n'a pas une référence très stable, c'est mouvant. Ça, c'est aussi un critère enfin, pas un critère, des caractéristiques de cette dimension actuelle dans laquelle on vit. Le mouvement transhumanisme, en fait, cherche 10 minutes. Cherche donc de leur point de vue, toujours de leur point de vue, parce que dans leur point de vue, c'est la pensée rationnelle et l'intelligence de la pensée rationnelle qui va dans l'intelligence, disons, mathématique numérique, qui est le summum de la capacité humaine, de cet animal. C'est ça le summum. Et le fruit de ce summum, c'est ce monde technologique. Et donc, accomplir le summum de ce que l'être humain peut accomplir, c'est mettre ce monde dans l'humain. Alors, un nouveau concept dans cette modification permanente de leur charte, c'est le concept de post-humain. Ça veut dire que non seulement on cherche à transcender ce qu'est l'humain, mais on cherche à sortir radicalement de ce qu'est l'être humain, de ce qu'est l'humanité, pour créer quelque chose de tout autre, qui est un petit peu mis en évidence là, dans certaines... Alors j'ai la déclaration des post-humanistes. C'est pareil, c'est quelque chose, ça change tout le temps. Je l'ai traduit de l'anglais parce que ce n'était pas encore à l'époque accessible en français. Les post-humains pourraient être des intelligences artificielles entièrement synthétiques. Des formes de téléchargement augmenté. Ça pourrait être le résultat d'une addition de petites augmentations de manière constante sur un organisme humain biologique. Cette dernière alternative exigerait une nouvelle conception de l'organisme humain utilisant une combinaison de toutes les nouvelles technologies. Donc vous voyez très bien, maintenant on entre dans le domaine où l'organisme humain est complètement sorti de cet élément de divinité auquel nous tenons tant, et il se retrouve dans une combinaison de toutes nouvelles technologies. Ils partent aussi du point de vue que les changements pour transformer ce qui est notre nature humaine ne sont pas possibles à partir de dispositions psychiques normales. Mais c'est possible que à partir de modifications radicales concernant en premier lieu notre cerveau et le corps. Et alors on fait un pas suivant. Quelques post-humains pourront trouver avantageux de délaisser complètement leur corps et de vivre sous une forme de modèle d'information sur de vastes réseaux informatiques. Leurs esprits, leurs consciences pourront être non seulement plus puissants que le nôtre, mais utiliser aussi des structures et des modes de connaissance différentes, ou inclure de nouvelles modalités sensorielles, permettant une plus grande participation dans ce nouveau monde virtuel. Ça inclut aussi ce que je viens de dire là, le fait de la mise en réseau.
Hein, vous comprenez bien. On sort d'un état normal et on cherche à acquérir une connexion, on peut dire, avec tout ce qui est à disposition dans le nouveau monde qui est en train de se créer. Ainsi, les post-humains pourraient pouvoir partager des souvenirs et des expériences directement avec les autres, augmentant considérablement l'efficacité et la qualité des modes de communication de ces êtres les uns avec les autres. Les frontières entre les esprits post-humains ne pourront être définies aussi nettement que celles entre des êtres humains. Donc on a cette notion de la mise en réseau, de l'interconnexion, du dégagement de soi-même, du corps, d'un certain point de vue, et puis cette espèce d'illusion incroyable de l'hypervalorisation du pôle neurosensoriel. Alors, je n'ai pas le temps de tout faire, on abordera ce soir la suite. Mais je voudrais, ce nouveau monde qui est en train d'émerger, vous rendre bien conscient qu'en fait, ce projet qui est là, d'une espèce d'humanité qui entre dans un réseau, comme ça, dans un tissu, actuellement, les choses sont bien avancées. Le cœur du mouvement transhumaniste se tient dans la Silicon Valley. Les plus grandes entreprises actuellement qui sont dans le domaine de la communication, c'est-à-dire Google, enfin ce qu'on appelle le GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, je ne sais pas si ce sont des transhumanistes, mais ceux que je viens de citer, plus encore PayPal et d'autres, leurs dirigeants, ce sont des gens qui sont transhumanistes ou des sympathisants. Ils ont créé une université qui s'appelle l'Université de la Singularité, qui est ici, qui est soutenue par la NASA et par l'administration américaine, et qui a donc pour objet de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour créer cette situation. Donc on voit très bien, et leur vision à long terme, enfin à moyen terme, c'est de convaincre 1 milliard d'êtres humains à cette vision des choses. Ils disent, si on arrive à convaincre 1 milliard d'êtres humains, mais vraiment convaincre librement 1 milliard d'êtres humains, alors c'est toute l'humanité qui bascule. Et ceux qui ne feront pas cette bascule, eh bien, ils resteront à part et ils disparaîtront comme un jour les dinosaures ont disparu. Ce sont leurs termes, hein, ce n'est pas moi qui dis ça comme ça, c'est exactement les termes qu'ils utilisent. Donc je vais m'arrêter là sur ça, mais quand même essayer de saisir la situation. On a vu hier avec Robin qu'est-ce qu'il en était il y a 100 ans lorsque ce pas a été franchi dans un nouveau monde avec les machines du début du XXe siècle. Et à ce moment-là, Rudolf Steiner s'est exprimé devant des professionnels dans le monde de la technique, à l'époque, à Stuttgart. Il a fait des conférences où il a parlé de cette question de la relation de l'humanité avec la machine. Et il dit lui-même, à l'époque, personne n'a compris ce que je voulais dire. Et il reprend ça dans un autre cycle de conférence, donc il y a 100 ans, en parlant de la machine telle qu'elle était à l'époque. Donc, vous voyez, ça a changé maintenant. Hein. Hier soir, on a bien vu avec Robin, c'est plus la machine qui est un environnement extérieur, et on voit bien que ce projet transhumanisme, c'est la machine qui devient toujours plus proche de moi et qui, dans ce projet-là, veut remplacer le corps, parce que c'est le projet homme-machine. On pourrait se poser la question, quelle est la tâche? Parce qu'au fond, ces gens-là, ils remplissent leur tâche. Je ne peux pas empêcher un matérialiste d'aller dans le sens de ce qu'il porte en lui. Donc, il a une tâche quelque part. À moi de comprendre qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce que j'ai comme tâche de cette question de l'être humain compétent. Alors, Rudolf Steiner dit la chose suivante, cette machine de l'époque, avec son impertinente transparence, son absence brutale, effrayante et démoniaque de spiritualité,
cette machine oblige l'homme, pour peu qu'il se comprenne lui-même, et ça c'est capital, pour peu qu'il se comprenne lui-même, cette machine oblige l'homme à faire surgir de son être intérieur ces germes de spiritualité qui sont en lui. Par opposition, la machine oblige l'homme à développer une véritable vie de l'esprit, à partir de lui-même. Voilà, je vais clore avec ces paroles. Merci.